Si ça vous va, on va commencer tranquillement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Chloé, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Execo et je suis accompagnée aujourd'hui de Noémie et de Chloé du Germoir. Si vous pouvez le faire un petit coucou pour qu'on vous repère, qui sont à l'initiative justement de cette série de webinaires qui s'appelle, que nous avons appelé les 4 saisons. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie qu'on aborde un petit peu plus la genèse des 4 saisons, parce que c'est déjà la 2e édition. On a eu une première édition en 2021. Et donc, si Noémie, Chloé, vous voulez bien nous, en tout cas, introduire le propos, raconter pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il vous a semblé évident de parler d'alimentation en région, notamment à travers ces webinaires. Oui, je vais prendre la parole là-dessus du coup. Merci Chloé. Alors, d'où s'est née cette idée? Eh bien, on a voulu fin 2019 lancer un mouvement qui s'appelle Maison de l'alimentation rurale, la Marmite, et qui a vocation d'accompagner les habitants, les acteurs à se réapproprier les questions d'alimentation ensemble. Donc, l'intérêt de la Marmite, c'est vraiment de s'inspirer positivement et puis de développer des dynamiques collectives, des dynamiques de coopération qui intègrent les habitants. Donc, on s'est dit, partant de ça, on a cherché à trouver différents moyens de faire ça. Donc, on a des actions sur le site du Germoir. On a tout un ensemble d'acteurs qui sont identifiés sur le Montreuilois, Ternois-Cette-Vallée, mais aussi en région, avec qui on travaille. Et puis, il y a ce cycle de webinaires. Donc, il y avait aussi un temps d'intelligence collective en octobre 2020, le Marmiton, qui avait donné naissance à 10 projets. Donc voilà, partant de tout ça, on s'est dit on va continuer un petit peu sur ce thème de l'inspiration positive et puis d'accompagner aussi des porteurs de projets, que ce soit des particuliers, des collectivités ou des tiers-lieux qui se posent des questions, à peut-être mieux avancer sur leur projet d'alimentation durable. Donc voilà, c'est une démarche qui est mise en place et qui est largement soutenue par la région Hauts-de-France, par l'État et puis par le département du Pas-de-Calais. Donc, on les remercie chaleureusement pour ça. Je vais laisser Chloé peut-être parler du thème d'avant. Je ne sais pas ce que tu avais prévu, Chloé, dans tes questions. Eh ben, c'était exactement ça, en fait. Donc, il faut savoir que c'est déjà le 2e webinaire. Le thème du webinaire précédent, c'était mange pas ci, mange ça, ou comment sortir des injonctions alimentaires. L'idée, c'était effectivement de déconstruire les injonctions dans nos projets alimentaires régionaux, aussi bienveillantes soient-elles. Peut-être que Chloé, l'autre Chloé, donc Chloé du Germoir, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'on s'est raconté, même si Chloé a l'air concentrée sur autre chose. Peut-être Chloé, tu peux nous raconter. C'est bon. C'est bon. Tu peux nous en dire un peu plus. Et il faut savoir, avant que je te laisse la parole, que le replay du premier webinaire Mange pas ci, mange ça est en ligne sur YouTube. Il suffit de taper le titre. Je vous mettrai le lien dans le chat. Donc, vous pouvez le revoir sans souci. Vas-y, Chloé. Merci. Donc, comme l'a dit Noémie, l'objectif des webinaires, c'est vraiment de repartir des besoins en fait, qui existent sur les territoires, donc à la fois des habitants, etc., mais aussi de nos besoins, nous, en tant qu'acteurs et en tant que faiseurs ou qu'animateurs, ou peu importe le nom qu'on se donne. Et du coup, moi, j'ai eu l'occasion de faire des ateliers cuisine pendant un moment, et puis de rencontrer plein de gens qui en faisaient. Et puis, même au-delà d'ateliers cuisine, il y avait vraiment des vraies interrogations sur que ce soit dans les projets alimentaires territoriaux ou dans n'importe quel projet qui touche à l'alimentaire, sur comment on fait pour parler d'alimentation sans rentrer dans cette thématique d'injonction et pour faire bien, il faut faire ça. Et du coup, c'était un sujet vraiment qui nous tenait à cœur. Je pense que c'est un vrai questionnement, en tout cas, dans nos manières de faire. Et c'est pour ça que le webinaire de la fois sur ça, sur comment on peut faire sans justement rentrer dans ces injonctions et dans il faut, et de transposer ce qui est bien envers des publics qui des fois ne sont pas prêts à recevoir son message, ou en tout cas pour lesquels le message... Du coup, il y avait un vrai enjeu par rapport à ça. Voilà, donc c'était le thème du précédent webinaire, à revoir sur YouTube, comme l'a dit Chloé.
Je me permets de les citer, mais nous avions reçu dans le premier webinaire, nous avions reçu Stéphanie Mathioni-Lefebvre, qui est diététicienne à l'Institut Pasteur de Lille, et Hervé Hazard de l'association L'Essence du Goût. Et c'est effectivement ces deux acteurs qui ont pu partager leurs pratiques, leurs regards, etc. Avant d'entrer dans le vif du sujet et d'aborder le thème du jour, très rapidement, vous vous en doutez, j'imagine maintenant, mais ce webinaire est enregistré. Et il sera de nouveau disponible sur YouTube dans la foulée pour que l'on puisse, encore une fois, le rendre accessible à tous, même après. Ok, ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Le thème d'aujourd'hui, c'est évaluer, ce n'est pas que compter, ou comment évaluer l'inquantifiable dans nos projets. Eh bien, je me tourne vers toi, Noémie. Pourquoi ce choix de thématique voilà, pourquoi pour notre deuxième rendez-vous, pourquoi ce sujet-là? Parce que c'est un vrai sujet, en fait. C'est une réalité forcément pour nos financements. Il y a un enjeu fort à savoir évaluer nos projets. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance quand on pense évaluation, à dire bon, on a eu tant de participants, on a fait tant d'événements, on a réuni tant de personnes. Donc, c'est juste et c'est important. Il faut compter ce qu'on a réalisé. Mais effectivement, il y a tout un pan d'activités, enfin, il y a une production d'effets et de résultats qui finalement sont beaucoup plus intangibles et qui sont difficilement mesurables. Et pour autant, ces éléments sont vraiment importants à réussir à mettre en lumière. Donc, je ne vais pas m'étendre parce qu'on a des personnes qui le diront largement, mais on peut parler de liens de confiance, on peut parler du fait de modifier des perceptions, de susciter des prises d'initiative, de renforcer des liens sociaux. Enfin, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des dynamiques multi-acteurs qui se créent et on parle aussi beaucoup de mobilisation citoyenne. Et c'est tout ça qu'on a envie de mettre en avant finalement dans nos projets. C'est pas que d'avoir eu 30 personnes à un atelier et finalement on ne sait pas trop l'effet que ça produit parce qu'il faudrait que ce soit des années en tout cas sur leur santé. C'est hyper compliqué d'évaluer ça. Donc voilà, aujourd'hui ça va apporter des pistes. Avec nos intervenants, ça va apporter des pistes, des outils et des éléments de compréhension de pourquoi c'est important et comment on peut faire. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Merci Noémie. Eh bien, il est temps pour moi de présenter nos 4 intervenants. Le premier, je l'ai vu connecté, c'est Julien Perdrija. Julien, tu es délégué de la Fabrique des Transitions et administrateur de l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Est-ce que j'ai bien tout dit? Oui, oui, Ouais, c'est ça. je suis délégué général de l'association de promotion de la Fabrique des Transitions. C'est une association qui porte l'Alliance, mais je reviendrai sur cette distinction s'il le faut, sinon c'est pas très important. Ça marche, merci Julien. On a également auprès de nous Théophile Parent. Théophile, bonjour, tu es chef de projet PNA, Programme national pour l'alimentation, à la DRAF Hauts-de-France. Est-ce que j'ai bien tout dit de nouveau? Eh bien oui, c'est bien ça. Génial, merci Théophile. On est également accompagné de Thibaut, que j'ai vu tout à l'heure. Thibaut, tu es chargé de recherche transfert à l'Institut Gaudin, qui est un centre de transfert en pratique solidaire et innovation sociale. Oui, c'est ça. Ouais. Bonjour Thibaut. Bonjour. Et enfin, Joachim, mais je crois que Joachim n'est pas encore arrivé. Joachim était bloqué pour l'instant sur une autre réunion, mais en tout cas, on aura sans doute Joachim Lebrun, qui est le directeur adjoint de l'APES Hauts-de-France. Je vois déjà, alors comme je suis sur tous les fronts, j'ai du mal à répondre à tous, mais en tout cas, je vois déjà que vous utilisez le chat, c'est super. Si vous avez des questions pour nos intervenants, n'hésitez pas à l'utiliser vraiment. On prendra un temps à la fin pour répondre à toutes les questions, pour entendre aussi vos réactions. Voilà, questions, réactions, clarifications, voilà, colère. Enfin voilà, utilisez le chat pour les partager vraiment. L'idée n'est pas que ce soit un temps descendant, mais plutôt un réel temps d'échange où tous les points de vue sont les bienvenus. Il est temps de commencer avec Julien. Julien, avant d'aborder le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, est-ce que tu veux bien te présenter et nous en dire un peu plus sur toi? Oui, bonjour à toutes et tous, merci de l'invitation. Donc moi, je suis basé à Rennes aujourd'hui depuis à peu près 2 ans, mais j'ai travaillé pendant près de 10 ans à Los Angeles, donc dans une ville bien connue des Hauts-de-France, pour sa capacité à avoir déclenché à partir des années 80 une autre manière de penser et d'organiser le développement du territoire. Donc, j'ai été directeur de cabinet du maire de cette ville, Jean-François Caron, et auparavant chargé de récit sur les questions d'approche narrative, en quoi c'est utile
pour soutenir ces dynamiques de développement durable dans les territoires. Voilà, j'ai un parcours en sciences politiques à l'échelle européenne. Ok, merci. Et ben, du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette notion d'évaluer l'inquantifiable et pourquoi est-ce que c'est important d'intégrer justement ce concept dans nos projets alimentaires? Oui, le tout en combien de temps? Pas de stress là-dessus, en 5 minutes. Ok. Pas de souci, Julien, tout va bien, on n'est pas speed. Alors, ce qui me paraît important, effectivement, c'est de ne pas rejeter le quantitatif de prime abord. On a besoin de chiffres. Les chiffres viennent souligner, dire des choses. Simplement, la vigilance qu'on propose d'avoir, c'est de ne pas rentrer par les chiffres quand on parle d'évaluation. De ne pas rentrer par les chiffres parce qu'en fait, les chiffres peuvent dire n'importe quoi en fonction de comment ils sont agencés. Les trésoriers, les comptables le savent très bien. Or, on est aujourd'hui dans des dynamiques qui nous font oublier que les chiffres ne disent pas tout, ou en tout cas qu'ils ne disent pas l'entièreté de ce qu'on cherche à faire valoir. Et donc, une phrase pour moi qui est clé, c'est de dire que tout ce qui compte ne se compte pas nécessairement, mais se raconte. Ça nous permet non pas de rejeter les chiffres, mais de les mettre un peu à distance et de les faire intervenir au bon moment. Quand on parle d'évaluation, on parle de capacité à déterminer ce qui a de la valeur. Ça vient de là. Le terme évaluation, c'est dire ce qui a de la valeur. Et ce qui a de la valeur aujourd'hui dans des dynamiques de transition écologique, c'est par exemple d'arriver à transformer les représentations, d'arriver à créer des représentations partagées sur ce qui compte au service d'un territoire. C'est d'arriver, au-delà des représentations, à transformer les postures des acteurs, de faire en sorte que ces postures davantage proactives, coopératives, puissent s'organiser collectivement pour porter des projets d'intérêt territorial. C'est de pouvoir discuter des enjeux de responsabilité territoriale des acteurs, que ce soit des acteurs publics ou des acteurs privés. Je peux dire tout ça par les chiffres, in fine, mais les chiffres ne diront rien si je ne raconte pas les histoires qui font que les gens changent de regard, passent dans une posture proactive, se mettent à coopérer et à partager une responsabilité. Donc, pourquoi c'est important de chercher à évaluer l'inquantifiable? C'est de sortir d'une logique d'évaluation contrôle par les chiffres et de chercher à rentrer dans une évaluation qualitative par les récits. Les récits, ce sont des histoires. Et au final, quand on fait une évaluation contrôle à la fin du projet pour son financeur, on peut lui raconter des histoires, lui mettre autant de chiffres qu'on veut et les chiffres ne disent rien. Mais on peut aussi chercher à faire des histoires, des systèmes de preuves, des systèmes d'indices, des systèmes qui permettent de repérer des effets voulus ou non voulus de par le projet qu'on a mis en place. Et en fait, les récits sont des systèmes de révélation pour celles et ceux qui les partagent de ce qui a permis de créer ou pas de la valeur, de détruire éventuellement de la valeur, mais en tout cas de se poser la question de la portée de son action au niveau du territoire. Alors, il y a des dispositifs évaluatifs qui s'appellent par exemple l'évaluation par les récits de contribution. C'est des systèmes scientifiques qui permettent d'interroger toute une série d'acteurs et de vérifier par rapport à des orientations qu'on cherche à vérifier si, oui ou non, on a la preuve de ce qu'on cherchait à faire. Par exemple, un agriculteur dans un territoire est en agriculture conventionnelle. Au moment où on l'interpelle dans un premier temps pour voir pourquoi il est dans ce système-là, pourquoi il voudrait pouvoir en sortir ou pas, il va nous raconter des choses. Il va nous partager un système de valeurs, peut-être même une idéologie, une manière de se représenter son métier, sa place dans la société. Bon. Et puis, à travers un programme qu'on met en place d'un système alimentaire local, où on offre l'opportunité à cet agriculteur et peut-être à d'autres de s'expérimenter à d'autres modèles d'agriculture, par exemple la bio, les circuits courts de proximité,
et on revient quelques années après et on le réinterroge, il va nous partager à nouveau son système de valeurs, son idéologie, mais peut-être aussi nous partager une histoire différente de celle qu'il nous avait racontée de prime abord. Et quand on regarde l'histoire racontée d'abord et l'histoire racontée ensuite, on peut mesurer l'évolution, alors mesurer pas avec une règle, hein, mais mesurer au sens d'une appréciation qualitative, on peut mesurer cette différence de posture, de représentation et d'approche. Et ensuite, je peux quantifier, dire combien d'agriculteurs j'ai touché, on peut même faire des prorata. Mais si on oublie de raconter l'histoire qualitative qui fait qu'il y a une transformation à un moment donné, ben, on loupe l'essence même de ce qu'est l'évaluation. Alors, ça pose des questions de comment j'organise mon écosystème d'acteurs avec qui je vais travailler l'évaluation par les récits, comment je vais collecter ce type de récits, comment je fais donc de l'évaluation, non pas quelque chose qui va se mettre à la fin du projet comme quelque chose de rébarbatif et d'évaluation contrôle, mais plutôt quelque chose qui va soutenir le projet itinéraire dans sa capacité à se développer. Et alors là, on touche à autre chose encore, c'est de l'évaluation par la réflexivité. La réflexivité comme étant la capacité à revenir sur une expérience et à en partager les effets à celles et ceux qui nous écoutent, pour mieux en tirer des leçons, mieux tirer des enseignements afin d'améliorer la portée de ce projet. Et donc, ça nous permet, par exemple, en faisant ça, eh bien, d'affiner nos capacités de coopération. La coopération, ce n'est pas la capacité à être d'accord de prime abord, c'est la capacité à mettre les désaccords sur la table et à les dépasser. Et donc, avoir une approche d'évaluation par les récits, ben, c'est aussi s'offrir des espaces dans lesquels on peut raconter comment nous coopérons, à quel coût, à quel prix, et affiner de ce fait notre capacité à mieux agir ensemble. Et enfin, dernier élément, évaluer l'inquantifiable, c'est aussi une capacité à se poser la question des effets utiles que l'on génère. Ces effets utiles, ce n'est pas uniquement des effets dans le champ d'activité qui est le sien. On parle d'une transition alimentaire, ça a des effets sur la santé des acteurs, sur les services écosystémiques du sol, de l'eau, d'une pratique économique qui se met en place. Ça a des effets sur les enjeux démocratiques. Tous ces effets-là, si on le prend uniquement par le quanti, eh bien, on les oublie. Et si on les oublie, on ne révèle pas la valeur véritablement créée. Et donc, en fait, on loupe quelque chose de fondamental. C'est une capacité à inventer de nouveaux modèles économiques qui permettent collectivement de définir tous les effets systémiques utiles qu'une activité génère et de regarder avec un écosystème de partenaires comment chacun de là où il est peut venir en prendre en charge une partie, et notamment d'un point de vue monétaire. L'agriculteur qui préserve l'eau parce qu'il a une pratique agricole pertinente du point de vue du développement durable, eh ben, peut-être que le prix de cette ressource préservée n'a pas à se reporter dans le prix de la denrée alimentaire, mais peut-être par contre prise en charge par l'agence de l'eau. Et c'est là où on commence à mettre en place des écosystèmes coopératifs qui organisent le développement durable de façon efficace. Voilà ce que je pouvais dire rapidement sur le sujet. Merci Julien. J'ai deux questions qui me viennent. La première, c'est d'où est-ce que ça vient? Quelle a été la genèse de cette mise en récit? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, cet outil et cette évaluation différente est apparue dans ton quotidien, Enfin, voilà, voilà, c'est ce qui m'interroge. Quel a été le déclic? En fait, on est ce que Nancy Houston appelle une espèce fabulatrice, c'est-à-dire qu'en fait, les récits ils sont partout, tout le temps. Nous ne sommes que des récits. Et moi, ça a été une prise de conscience au moment où je suis arrivé à Los Angeles comme chargé de récit. En fait, c'est de prendre conscience que ce sont les récits qu'on raconte qui nous déterminent et pas l'inverse. C'est-à-dire que la façon dont on va se représenter et se raconter le monde détermine la façon dont on va agir dans ce monde. Et ça, c'est un postulat très fort dans ce qu'on appelle l'approche narrative, qui est un courant multifacette, systémique, qui touche autant à la psychanalyse qu'à l'évaluation de politique publique. Bon. Donc moi, j'en ai pris conscience en tant que chargé de récit en arrivant à Los Angeles. Et à Los Angeles, on travaillait beaucoup avec des acteurs engagés dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération.
où justement on cherche à démontrer que la valeur que l'on crée n'est pas uniquement une valeur au sens monétaire d'un système néolibéral voilà, qui compte uniquement d'un point de vue comptable les enjeux économiques. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à déplier ce concept. Ça veut dire quoi la mise en récit, à quoi ça sert, à quoi ça touche et en quoi c'est utile pour arriver à mettre en place des démarches beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus puissantes dans nos démarches de transition. Ok, donc ma question suivante, c'est effectivement, concrètement, comment ça se passe, une mise en récit? Là, il y a peut-être des gens qui portent des projets. Concrètement, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place tout de suite? Enfin, voilà, quelques astuces autour de ça. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir aller sur les astuces parce qu'il y a tellement de manières de faire différentes. Tout le monde fait du récit en permanence. Il me semble que ce qui est important, c'est de considérer la mise en récit d'abord à partir de ce postulat où on dit que ce sont les histoires qu'on raconte qui nous déterminent et non l'inverse. Ça participe du fait de se demander quelle est l'histoire dominante qu'on subit et quelle est l'histoire alternative qu'on veut faire émerger. Et donc, il y a une visée performative. Par exemple, l'histoire dominante, c'est celle d'une histoire dans laquelle être heureux, c'est consommer, à tire-larigot et à pas cher. L'histoire alternative, c'est de montrer qu'en fait, ce qui a de la valeur, c'est pas ça. Et donc, de faire émerger cette histoire-là en convoquant un écosystème d'acteurs qui peut donner la preuve que cette histoire alternative existe. Si je prends un autre exemple, Losangoël, l'histoire dominante, c'était de dire territoire dédié à l'industrie minière. Quand l'industrie disparaît, territoire mort. L'histoire alternative, c'est de dire, ben non, territoire d'innovation depuis toujours, ce n'est pas parce que la mine a disparu qu'on va arrêter d'innover. Mais au moment où, dans les années 70-80, les premiers pilotes de ces démarches-là à Losangoël le disent, vous voyez le désert dans lequel ils prêchent. Bon. Et donc ensuite, la mise en récit, pour moi, c'est 5 dimensions. La première, c'est se mettre en trajectoire, c'est-à-dire à la fois comprendre d'où l'on vient, où l'on est, où l'on va. C'est à la fois une démarche d'historien pour aller puiser dans le passé des ressources qui nous permettent de comprendre pourquoi on en est là où on en est et de prendre appui sur ce passé pour éventuellement en dépasser une partie, l'héritage minier qui nous plombe, mais en garder aussi une partie qui nous rend notre fierté, notre capacité d'agir. Et donc, se projeter à partir de là dans un récit prospectif. On veut aller où dans 20, 30 ans? Qu'est-ce qu'on veut être ensemble? Deuxième dimension, et c'est généralement ce qu'on retient par la mise en récit, c'est la communication, le storytelling. On a besoin de dire les choses de manière efficace, simplifiée, pour que les gens comprennent, entendent là où on veut aller. Losangoël, par exemple, c'était de dire passer du noir au vert. En une phrase, on comprend. Maintenant, cette phrase est une propagande. Et donc, la troisième dimension de la mise en récit, c'est de ne pas rester piégé dans sa propre propagande. Si je dis uniquement Losangoël du noir au vert dans les années 90, alors qu'il y a des tas d'endroits dans le territoire où les choses ne sont pas réglées, où il y a des déchets sauvages, on est loin d'avoir répondu aux enjeux de transition énergétique, où l'implication des citoyennes mérite encore d'être soutenue, on se plante. Donc, la troisième dimension, c'est d'impliquer les récits alternatifs, contradictoires, que vous soumettent les acteurs. Par exemple, pour le Germoir, vous avez un récit sur le territoire et il y a peut-être des gens qui viennent vous critiquer en disant « mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez ». Comment vous faites pour accueillir ces récits dans votre démarche de transition et pour en faire une narration commune? Oui, vous avez raison de nous interpeller. Merci de ne pas nous plomber dans notre propagande et nous aider à en sortir. Une pétition, c'est déjà le début d'un récit alternatif, co-construit, avec lequel on va pouvoir enrichir la prospective dans laquelle on a envie d'aller. La quatrième dimension de la mise en récit, je reprends mes notes pour être sûr de ne pas me planter. Oui, c'est la question managériale. En fait, on ne peut pas manager la coopération, c'est-à-dire créer les conditions d'un agir ensemble, si on ne prend pas en considération la subjectivité des personnes, et en particulier de celles et ceux qui sont dans l'organisation de travail, le Germoir, la ville de Losangoël, enfin, là où les acteurs se posent ces questions-là, qui sont en situation de porter et piloter ces démarches-là. C'est extrêmement fastidieux, coûteux d'être en coopération, de porter des projets de développement durable. La mise en récit, elle est aussi un point d'appui pour penser une autre forme d'organisation du travail, du management, où on laisse une place
à l'expression des histoires que les uns et les autres vivent et où on crée les conditions de tisser ensemble une histoire commune qui fait sens pour celles et ceux qui s'y trouvent. Si on ne le fait pas, on génère du burn-out ou du désengagement. Et la dernière dimension, c'est celle de l'évaluation par laquelle on a commencé. Ça permet justement d'attraper tout ce qui ne se comptabilise pas, mais qui a beaucoup de valeur. J'en dis pas plus, on en a parlé jusque-là. Merci Julien, pour moi c'est très clair. J'en profite, il y a une réaction de Clotilde que je vais me permettre de lire. La mise en récit est utile. Nous, comme de com en PAT, l'avons testé et nous en servons toujours, mais le récit nécessite une continuelle remise à jour, pas facile de suivre et rester à jour. Est-ce qu'il y a une réponse justement sur ce travail C'est là où la mise en récit est un outil pour soutenir la conduite du changement. La conduite du changement, ce n'est pas un projet sur 2 ans. Allez, on démarre, puis dans 2 ans, on arrête, puis on a fait le changement. C'est un mouvement perpétuel et continu. Et le fait de raconter une histoire qui prend de plus en plus d'ampleur, par exemple l'OS, ville pilote du développement durable, crée encore plus de responsabilités pour être à la hauteur de l'exigence qu'on affirme. Et donc forcément, ça doit toujours être remis sur le métier, à tisser les histoires, à vérifier qu'on n'est pas uniquement dans la propagande, mais qu'on est bien dans la mise en œuvre réelle, de réduire les écarts entre l'histoire officielle qu'on cherche à faire advenir ou qu'on raconte et l'histoire vécue par les uns et les autres. Donc, ça passe par des formats différents. C'est pour ça que la mise en récit, ça ne se réduit pas à un livrable. Tu parlais de trucs et astuces. On peut sortir un livre, un webdoc, des podcasts. Je ne sais, en fait, ce qui compte, ce n'est pas les livrables, parce que ceux-là, ils viennent révéler tout ça, mais c'est le processus narratif dans lequel on se situe. Et du coup, c'est une posture pour celles et ceux qui conduisent ce changement, parce qu'effectivement, en permanence, c'est remis en discussion, remis en débat, remis en œuvre. Merci Julien pour cette intervention, pour cette réponse, et puis merci à Clotilde pour sa réaction. N'hésitez pas encore une fois à utiliser le chat, d'autant que Julien, si je ne dis pas de bêtises, tu nous quittes à midi. Donc voilà, si vous avez des réactions, en tout cas des messages à transmettre, c'est le moment. Merci beaucoup Julien. Il est temps pour moi de passer la parole à Théophile. Théophile, hop, je vais te mettre en évidence pour tout le monde, comme ça. Tout le monde te voit. Théophile, avant de commencer, même question pour Julien. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur toi et sur ce qui t'amène à être avec nous aujourd'hui? Ouais, alors pour restituer un peu de là où je vous parle, moi je vous parle d'une posture où je suis en charge d'une politique incitative qui est celle du Programme national de l'alimentation. Donc une politique incitative, c'est une politique qui vise à changer des comportements. Et là, en l'occurrence, c'est changer les comportements alimentaires sur la lutte contre le gaspillage notamment, mais aussi à changer les modes de faire par rapport à l'accès à tous à une alimentation de qualité. Et aussi, ça traite le sujet des projets alimentaires de territoire sur les collectivités. Alors, comment on fait? Eh bien, on va financer des actions, des associations, des communes, des communautés de communes qui vont mettre en place des projets, par exemple d'éducation alimentaire, et on va se concentrer sur des démarches plutôt innovantes. Par exemple, au Sangoël, ils avaient été financés sur un projet lié aux anges gardiens, et on en a d'autres ici autour de la table qui ont été financés via le Programme national de l'alimentation pour les actions assez innovantes qu'ils mettent en œuvre. Et du coup, eh ben, nous, en tant que financeurs, on demande tout le temps une évaluation, puisqu'on a besoin de savoir, déjà très concrètement, est-ce que ça a été réalisé. Donc là, on parle d'indicateurs de réalisation. Donc là, c'est un suivi assez technique. On a fait une formation, oui, il y a 50 personnes qui sont venues, ok, la formation elle a été faite. Donc, on n'a pas donné de l'argent pour que les gens se tournent les pouces dans leur bureau, ils ont fait quelque chose. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse vraiment. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est est-ce que les comportements alimentaires ont changé suite à telle ou telle action. Et là, en réalité, c'est très compliqué de le savoir. Et aujourd'hui, pour être honnête, il n'y a pas de manière d'évaluer où on a une réponse à cette question très concrète. Alors, c'est peut-être aussi dû parce que nous, on finance des projets sur 1 ou 2 ans et que ça se passe sur le plus long terme. Mais on n'a pas ces réponses-là, en tout cas. Ça marche, merci Théophile. Justement, quel est l'intérêt pour les
porteurs de projets, parce que toi, tu le dis, hein, du point de vue des financeurs, quel est l'intérêt pour les porteurs de projets d'évoluer justement sur ces pratiques d'évaluation? Eh ben, alors, c'est difficile de parler à leur place, puisque moi, je ne suis pas un porteur de projet. Mais c'est de mon point de vue, je vais plutôt parler de la relation, du coup, qui va nous lier. Parce que si les porteurs de projet arrivent mieux à raconter ce qu'ils font, arrivent mieux à transmettre et à discuter avec l'administration, ça va permettre de faire évoluer les choses, à la fois dans les politiques, et aussi de faire perdurer certaines politiques. Si on arrive à mieux rendre compte de ce qu'on fait. Parce que nous, demain, par exemple, hein, le programme national de l'alimentation, la programmation se termine en 2023, on va nous demander des comptes. On va nous dire, alors qu'est-ce qui s'est passé? Si nous, on n'est pas capable de dire ce que ça a produit comme changement, et on est capable de le dire si les porteurs de projets sont capables de le dire, ce genre de politique ou de financement ne sera pas forcément renouvelé ou amplifié. Donc l'intérêt pour les porteurs de projets de pouvoir raconter concrètement ce qui se passe et de réussir à transmettre, c'est aussi à ce que les politiques s'en nourrissent et continuent dans le bon sens. Est-ce que tu sens qu'il y a une évolution justement de la part des porteurs de projets depuis quelques années, quelques temps, sur justement est-ce qu'ils arrivent mieux aujourd'hui à raconter justement ce qu'ils faisaient déjà hier? Est-ce que tu sens une évolution de leur côté? Oui, alors en tout cas, je sens une évolution dans le questionnement, dans l'envie de mieux chercher à évaluer. Là, j'ai cité un exemple très concret. Hein. On s'est posé la question avec l'Université de Lille, par exemple, de comment on fait pour évaluer des projets d'éducation alimentaire. Et ça a intéressé d'autres porteurs de projets qui font de l'éducation alimentaire, qui se sont dit « Ah oui, mais moi, je suis très intéressé de savoir comment on fait ». Et je pense aussi que la mise en récit est une partie de cette réponse-là. Et il y a un deuxième endroit où ça présente un intérêt, c'est pour les projets alimentaires de territoire. Donc, c'est des projets qui visent à rassembler un peu tous les acteurs de l'alimentation sur un territoire. Donc, c'est extrêmement systémique. Et là, comment on va faire pour les évaluer? Si on arrive avec une batterie de chiffres, on va avoir une liste d'indicateurs quantitatifs, et on en a besoin, hein, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Moi, je souscris à ce propos. On a besoin d'avoir des chiffres, mais comment on les met en cohérence après? Comment on fait pour relier une dizaine d'indicateurs, ou des fois, il y en a dans certaines méthodes d'évaluation, on a une centaine d'indicateurs chiffrés qui sont là. Pour que ça prenne du sens, il va falloir trouver une manière de faire. C'est là où ça peut avoir un intérêt, la mise en récit, de mon point de vue. J'avais une question suivante, c'est on sent aussi qu'il y a un intérêt à ce que les financeurs soient aussi sensibilisés à justement la prise en compte de formes d'évaluation un peu différentes qui donnent à voir l'indénombrable. Où est-ce qu'elle en est la DRAF sur ces questions, par exemple? Comment vous accompagnez aussi peut-être les porteurs de projets autour de ces questions-là? Alors, la DRAF, je ne vais pas parler pour la DRAF, parce qu'il y a des politiques qui sont très différentes des nôtres. La politique de l'alimentation, comme j'ai dit tout à l'heure, savoir si un comportement alimentaire va changer, c'est complexe. Donc, du coup, ça laisse une porte ouverte à comment on va faire pour évaluer. Donc, ça laisse la porte ouverte à ce type de discussion sur la mise en récit. Les autres collègues qui peuvent financer des projets, on n'en échange pas. En tout cas, on n'en a pas encore échangé sur cette thématique-là. Donc, je ne peux pas vous dire. Chez d'autres, donc des partenaires plutôt qui financent des projets avec qui j'ai aussi des contacts, donc à l'extérieur de la DRAF, parfois ça suscite des interrogations. Parce qu'il ne faudrait pas que ça vienne remplacer les indicateurs quantitatifs. Je pense que ça peut être une crainte aussi. C'est-à-dire que si on parle de mise en récit, il faut bien équilibrer le discours avec l'indicateur quantitatif qui reste essentiel d'un point de vue financier. Parce qu'il est considéré comme plus objectif, j'imagine, cet indicateur quantitatif. Et du point de vue des projets alimentaires de territoire, on sent là par contre que c'est... Enfin, on a eu un exemple avec Clotilde hein, tout à l'heure, qui a pris la parole, mais on en a d'autres, des exemples. Et ça, je pense que ça va venir de là plutôt que de la DRAF ou des financeurs.
en tout cas de mon environnement proche. En fait, tu avais une question. Oui. c'est pas une question, c'est vraiment pour rebondir sur ce qu'a dit Théophile. Je suis vraiment d'accord avec ça sur l'écosystème. Donc, il y a des projets qui sont complexes comme ça et multi-acteurs, donc avec des enjeux qui sont différents. Et finalement, c'était intéressant d'avoir le point de vue du financeur parce que dans nos schémas et dans nos manières de voir les choses, le financeur, justement, on est en co-construction avec le partenaire financeur. Donc, l'intérêt de bien identifier dès le départ son écosystème et d'intégrer le financeur qui a une attente, qui a un enjeu en termes de politique, et de se dire comment on peut finalement aller vers des résultats qui soient visibles, tangibles, enfin, en tout cas qui permettent une modification voilà, peut-être des comportements ou en tout cas de modification des modes de fonctionnement ensemble. C'est l'intérêt de discuter en permanence avec ces financeurs sur ces questions-là. Moi, je la trouve vraiment importante. Donc, et on le voit, je trouve aujourd'hui, d'un point de vue porteur de projet qui développe un projet un peu systémique comme ça, en multi-acteurs, en fait, les financeurs aussi changent de point de vue et se disent comment nous, on peut se mettre mieux en réponse, en capacité de répondre à ces dynamiques multi-acteurs comme ça sur des territoires. Et ça fait aussi bouger les lignes à l'intérieur des directions, enfin des institutions qui ont finalement des projets financés un peu en silo. C'est normal, on fonctionnait comme ça. Et nous, les projets, ils fonctionnaient aussi en silo. Donc quelque part, il y a des nouvelles entrées un peu plus croisées, enfin en tout cas matricielles, qui permettent de déverrouiller certaines choses. Moi, je ne sais pas ce que ça vous suscite tout ça, mais en tout cas, moi, ça me parle. Et puis, il y a aussi le fait qu'on finance de plus en plus des projets avec différents acteurs. Donc, comme il y a une multiplicité de personnes qui vont intervenir, il va falloir réussir à rendre compte de ce que chacun va apporter pour faire évoluer le projet et ne pas y passer non plus. Parce qu'il y a aussi cette contrainte-là, c'est la contrainte du temps pour évaluer. Parce que mesurer de manière quantitative, des fois, ça prend énormément de temps. Ça peut être complexe. Ça peut être, si on veut... Et ce temps-là, il n'est pas forcément toujours disponible. Donc, il y a aussi cette question à se poser. Comment on peut rendre compte, mais sans non plus passer un temps d'évaluation trop important au détriment de l'action en elle-même. Merci beaucoup Théophile. J'en profite pour dire qu'effectivement, Véronique avait posé une question dans le chat et que Julien t'a répondu directement dans le chat. Donc comme ça, c'est bien. Sa vie en direct, c'est très chouette. N'hésitez pas si vous avez des questions pour Théophile, que ce soit maintenant ou dans quelques minutes. Et il reste avec nous justement pour nous, voilà, pour avoir ce point de vue et pour nous parler à travers le prisme de celui du financier. Si Thibaut est encore là, je pense que oui. Tout à fait. Ouais, super. Rebonjour Thibaut. Rebonjour. Donc, je le rappelle, chargé de recherche transfert à l'Institut Gaudin. Même consigne que pour nos intervenants précédents. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur toi? Oui, donc effectivement, je travaille à l'Institut Gaudin depuis une petite dizaine d'années maintenant et je suis docteur en économie rattaché au CRISA, donc le laboratoire de sciences économiques de l'Université Picardie-Jules Verne. Et pour présenter rapidement l'Institut, donc c'est une association qui a été créée aux alentours de 2007-2008. C'est le fruit d'une rencontre entre des chercheurs de la fac d'éco, du coup d'Amiens, et d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, avec voilà, cette idée de créer une association spécifique qui soit un pont, un lien entre le monde de la recherche et le monde des acteurs. Ça a toujours été un peu l'idée qui guide la structuration et les activités de l'Institut, donc de vraiment avoir un pied dans la recherche et donc d'avoir des docteurs ou des doctorants qui font de la recherche, qui font des thèses, qui font des articles, qui sont dans la vie de leur laboratoire en économie, en sociaux, en sciences politiques, et d'avoir une activité de transfert, vraiment mobiliser cette recherche, la connaissance qui est produite dans des outils, dans des études, dans des présentations, tout ce qui peut permettre d'aider à la fois des acteurs de l'ESS, aussi bien acteurs publics, donc acteurs associatifs et privés.
Ok, et donc Voilà. c'est très bien parce que je voulais te parler d'un outil en particulier qui s'appelle les marqueurs d'innovation sociale. C'est un outil, si je ne dis pas de bêtises, qui est né en 2013 et qui est issu d'une collaboration entre plusieurs acteurs régionaux et notamment l'Institut Gaudin. Et voilà, c'est vraiment le sujet qui nous intéresse aujourd'hui Oui, et dont tu vas nous parler. oui, tout à fait. Donc, on a été amené à travailler sur l'innovation sociale à partir de 2011, où le mot vraiment était déjà un petit peu commençait à être très présent. Et justement, les acteurs, donc notamment nos financeurs qui étaient dans notre comité d'orientation et de suivi à l'époque, nous ont dit vraiment de bosser sur l'innovation sociale. Il y avait un grand besoin. Et donc, on a eu plusieurs productions sur l'innovation sociale à l'époque. Et le conseil régional de Picardie avait pour ambition justement de monter une politique publique via un appel à manifestation d'intérêt sur l'innovation sociale. Et dans ce cadre-là, il y avait vraiment un besoin de l'innovation sociale à l'époque. Il faut bien se rendre compte que c'était un mot déjà très à la mode, mais où on peinait à mettre du contenu. C'était vraiment une notion extrêmement floue et assez, voilà, c'était un peu sableux, ça filait entre les doigts dès lors qu'il s'agissait de l'identifier, de la qualifier. Et donc, sur la base de nos travaux, de ce qu'on avait pu produire, mais aussi en co-construction donc avec le conseil régional, mais aussi les services de l'État et à l'époque l'agence régionale d'innovation de Picardie, on a co-construit du coup ce qu'on appelait les marqueurs d'innovation sociale, qui sont un marqueur. Qu'est-ce que c'est très concrètement? C'est une échelle ordinale, c'est une échelle de grandeur qualitative de 0 à 3 ou de 1 à 4. Voilà, qui cherche à qualifier justement les pratiques et les éléments qui sont mis en œuvre au sein des projets et qui permettent de les qualifier et qui permettent ensuite donc de les évaluer voilà, justement dans le cadre d'un appel à projet ou dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt. Donc, ça a été l'outil co-construit par ces acteurs qui a permis ensuite concrètement de recevoir les projets, de les évaluer et donc de définir qui serait lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt. Donc voilà, c'était à l'époque, on avait créé, je crois, une dizaine ou 10 ou 11 marqueurs qui, voilà, à travers 4 grandes dimensions, le contexte, le processus, les résultats et l'aspect plus diffusion, changement, qui permettent un peu de brosser un peu à travers voilà, cette espèce de trame dynamique un projet qui se veut d'innovation sociale. Et donc, voilà, on l'a créé à l'époque pour le conseil régional de Picardie, mais depuis, on l'a co-construit à nouveau avec d'autres acteurs, notamment le département du Pas-de-Calais, qui a structuré voilà, sa politique innovation sociale avec un outil de ce type, et encore d'autres acteurs publics ou même Fondation Caisse d'Épargne, par exemple. Donc voilà, c'est un outil qu'on a pu construire à différentes reprises. Et cet outil, il est disponible. Comment on y accède? Comment Alors, ça on fonctionne? en a une présentation sur notre site. Je peux mettre le lien pour donner une présentation succincte. Voilà. Alors, il n'est pas disponible dans son ensemble. Donc, c'est plus la présentation de la logique et de comment ça fonctionne que strictement des marqueurs. Donc, ça qui est pas ouverte. Voilà. Je vous mets le lien en chat pour les gens Ouais. qui seraient intéressés. Voici. Donc, avec un PDF, vous cliquez dessus et il y a un PDF disponible. J'ai même autorisé le Voilà. partage d'écran si tu veux t'appuyer dessus, c'est possible. Bon, c'est un PDF de 5 pages, mais oui, si vous voulez, je peux l'ouvrir rapidement. Hop, tac. Allez, partage d'écran. Voilà, c'est ce document. Et donc, vous voyez, effectivement, c'est une échelle voilà, qui permet une représentation graphique ensuite voilà, de 1 à 3. Avec ici, vous voyez un petit peu les marqueurs. Il y en avait du coup 12. J'ai dit une bêtise. Il y en avait 12 qui avaient. Vous le voyez bien, Pour moi, le oui. schéma? Oui, Oui. d'accord. Donc voilà, là, vous voyez les 12 marqueurs qu'on avait construits à l'époque, voilà, donc, qui partent du contextualisation du besoin de l'aspiration jusqu'à la capacité de changement social, avec, encore une fois, toutes les grandes dimensions de l'innovation sociale que l'on peut chercher à qualifier au sein de projets. Est-ce que les marqueurs sont toujours les mêmes, quel que soit le projet, quel que soit le territoire, etc. Alors, ou... justement, non, c'est ça, à chaque fois qu'ils sont. C'est pour ça qu'on parle bien de co-construction, parce que à la fois, ils sont. Alors, en matière d'innovation sociale, on retrouve les grandes dimensions. Ça, il y a quand même une continuité à travers les différents outils qui ont pu être construits. Mais voilà, des fois, on met l'accent sur certaines dimensions, sur certains points. Il y a aussi comment dire, tout simplement réécrits en fonction des acteurs et de comment voilà,
les effets de compréhension ou d'écriture. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est reconstruit, et donc parce que ça diffère un petit peu à chaque fois, et aussi parce que c'est aussi dans la co-construction que se joue l'appropriation pour les acteurs et les parties prenantes du dispositif. Il faut savoir que donc on construit des marqueurs, et aussi dans le cadre de l'appel à projet innovation sociale du Conseil régional de Picardie, on avait créé aussi des capteurs qui étaient là à destination des porteurs de projets, c'est-à-dire une batterie de questions très concrètement qui permettent de renseigner, voilà, qui sont les questions un petit peu qui doivent challenger la personne qui doit répondre à l'appel à projet, qui lui permet d'aller de saisir et de mettre en avant finalement les éléments qui sont pertinents, qui sont intéressants dans le cadre évaluatif que constituent les marqueurs. Et on proposait également à l'époque un accompagnement. Donc, ce qui était intéressant aussi dans cette politique, et qu'on a retrouvé aussi typiquement dans le département du Pas-de-Calais, c'est d'avoir un outil qui permette de qualifier, d'objectiver ce que l'on attend d'un projet, mais aussi justement d'avoir d'autres outils qui permettent d'outiller et d'accompagner le porteur de projet. Parce qu'on voit aussi que l'épreuve évaluative, et ça c'est quelque chose qui a été abordé aussi dans le point de vue de financeur, c'est aussi l'épreuve évaluative, c'est pas simplement de chercher à mettre en récit, ou dans le cadre de l'impact social, malheureusement, cette idée de quantifier des effets ex post, mais c'est aussi en amont des projets, dans la capacité à se raconter, à jouer beaucoup dans le cadre des appels à projets finalement, et qui est un peu un angle mort dans pas mal de dispositifs ou de politiques publiques. Et même en matière de recherche, d'ailleurs, il y a très peu de travaux finalement sur les appels à projets, sur leur réception et ce qui se joue entre les financeurs et les porteurs. Merci, c'est plus clair avec effectivement le schéma. Thibaut, est-ce que tu peux nous raconter, ou en tout cas, oui, nous partager une ou plusieurs applications concrètes de cet outil qui pourrait justement… Les marqueurs, du coup, de base, ça a été créé, encore une fois, en structuration de politique publique, mais on a été amené à utiliser un petit peu, en gros, un système d'échelle ordinale, à le réutiliser dans d'autres configurations. Alors, plus dans une configuration un petit peu de pilotage, notamment auprès de certains PTCE. Et là, on est en train on utilise ce système finalement pour créer un outil, une méthode d'évaluation pour les régies de quartier. Voilà. Alors, c'est pas juste c'est pas juste des marqueurs, c'est aussi une architecture autour. Mais voilà, on a utilisé ces marqueurs pour créer un référentiel d'évaluation, qui sont finalement le référentiel d'évaluation des régies de quartier et de territoire, qui sont encore une fois un système d'attente et une trame de sens. Et là, je rejoins complètement ce qu'a dit Julien en matière d'évaluation. Il l'a dit, il l'a très bien dit, il l'a dit mieux que je n'aurais su le dire. Donc voilà, on est vraiment dans cette idée, cette philosophie, cette appréhension de l'évaluation. Et du coup, voilà, c'est de créer ce référentiel vraiment, et justement qui ensuite s'articule effectivement, pourquoi pas, du quantitatif. Et là, je rejoins effectivement les intervenants, c'est-à-dire qu'on n'est pas contre le quantitatif, mais c'est toujours comment on utilise des éléments quantitatifs, soit comme indice effectivement dans une perspective d'enquête, ou comme preuve ou comme argument aussi dans le cadre d'une discussion sur le bien fondé et l'intérêt d'un projet. Et donc voilà, c'est ce que permet, c'est ce qu'on structure avec ce référentiel via des marqueurs, c'est-à-dire de chercher à apprécier qualitativement les pratiques et ce que mettent en œuvre les régies. Et ce référentiel, finalement, c'est une explicitation des attentes et des valeurs, et ce que souhaitent valoriser, ce que valorisent les régies, et ce qui les fonde et ce qui fait commun entre elles, c'est-à-dire vraiment ce projet politique et les pratiques qu'elles souhaitent mettre en œuvre. On a explicité ça à travers un référentiel de marqueurs qui doit servir ensuite de système qui permettent d'apprécier et de qualifier les pratiques qu'elles mettent en œuvre et les projets qu'elles mettent en œuvre. Merci Thibaut, j'en profite, j'ai une question de Félix, ça me donne l'occasion de le saluer, qui demande si, Thibaut, pouvez-vous nous indiquer si les marqueurs sont reconnus par la région Hauts-de-France et les instances d'État, ministères, etc. etc. Alors, et peut-être que Théophile pourrait nous éclairer aussi là-dessus. Alors, Hauts-de-France, bah oui, l'AMI avait été, on avait revu les marqueurs rapidement avec la région Hauts-de-France au moment de la fusion des régions, mais effectivement, ils se basaient sur l'outil. Ils se sont basés sur l'outil pour relancer l'appel, la politique innovation sociale.
Après, d'autres acteurs, encore une fois, on est amené à co-construire. Alors, les acteurs que vous citez, pardon, on n'a pas créé cet outil avec ces acteurs-là, encore une fois, les acteurs plutôt étatiques. On a créé ça avec d'autres outils sur d'autres régions. Voilà, et puis après, il y a peut-être aussi, je pense qu'à un moment aussi, les marqueurs, voilà, je pense qu'il y a d'autres acteurs qui ont créé ce type voilà, l'outil a eu entre guillemets, voilà, sa petite renommée à l'époque. Et je sais qu'il y a d'autres régions qui sont un peu basées voilà, sur ce type d'architecture pour produire leur propre outil d'appréciation en matière d'innovation sociale. Donc voilà, je ne peux pas vous dire que ces acteurs-là, non, a priori, je ne sais pas, mais a priori, ils n'utilisent pas. En tout cas, s'ils l'ont fait, ce n'est pas avec nous qu'ils l'ont construit. Mais voilà, il y a certains acteurs, effectivement, plutôt des collectivités qui utilisent ce type de marqueur aujourd'hui. Moi, pour répondre, on n'a pas de grille d'évaluation sur les projets, on n'a pas de marqueurs spécifiques. Ce qui fait qu'on laisse un peu la liberté aux porteurs de projet de nous proposer sa méthode d'évaluation. Et aujourd'hui, au niveau national, hein, il y a une vraie réflexion sur savoir comment on va évaluer les projets liés à l'alimentation. C'est ce que j'essayais un peu de raconter tout à l'heure. Donc, il y a une ouverture aussi à la création, à la discussion avec les financeurs. Julien, là-dessus, peut-être avec la fabrique des transitions, enfin, c'est des questions que tu vois, j'imagine. Alors, j'ai besoin d'un mini résumé parce que j'étais sur mes mails à côté. Voilà, désolé. C'est les questions par rapport justement aux grilles d'évaluation des projets alimentaires, tout ça. Enfin, tu vois, dans le chat, moi j'ai mis le guide Bien vivre alimentaire qui a été fait par l'Institut européen de l'EFC. Mais voilà, à voir, est-ce qu'il y a des réflexions au niveau national avec des outils qui seraient un peu hyper reconnus. Enfin, après, moi je connais tout ce qui est fait par le CERD aussi avec la mise en récit. Voilà, est-ce que tu as des... Bah, je n'ai pas de connaissances précises sur cette thématique. C'est vrai qu'à la fabrique, en tout cas pour l'association de promotion, on est plutôt dans une démarche holistique, transversale. Par contre, moi, je vous proposerais bien de vous rapprocher, un, de Solagro, deux, de la Fondation Carasso, trois, éventuellement des greniers d'abondance. Je pense que c'est trois démarches qui doivent pouvoir avoir des outils de ce type. Et je proposerais aussi de regarder du côté du master ou de la licence, je ne sais plus, qu'a mis en place Sartou dans le cadre de son projet européen. Ces quatre portes d'entrée qui doivent avoir, je pense, des outils à proposer. De là où je suis, je n'ai pas une connaissance assez fine pour pouvoir vous partager précisément les ressources en la matière. Il y avait également un message, mais Hélène a eu une réponse, semble-t-il. Hélène, qui est porteuse de projet et qui justement était à la recherche d'une grille d'évaluation, et elle a remercié Théophile. Donc, je pense qu'effectivement, en tout cas, elle est à la recherche de grille d'évaluation. Allez voir dans le chat, peut-être que vous pourriez lui répondre. Théophile précise que sa réponse concerne le PNA et que sur certains financements, il existe des indicateurs précis à utiliser et à rendre compte, notamment via les financements ARS, par exemple. Il est temps, effectivement... Vas-y, Noémie. Oui, ouais. Je veux bien rebondir sur la Fondation Carasso pour le coup, parce que effectivement, là, on vient décrocher avec le soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso un financement pour justement déployer de la mise en récit de projets alimentaires sur la région Hauts-de-France. Alors on est plein, hein, on est plusieurs à avoir répondu à ça, mais effectivement, l'intérêt c'est ça, c'est de donner à voir tout ce qui se compte pas, et il y aura 5 projets qui vont être mis en avant avec ça. Donc la volonté de Carasso, elle est vraiment de déployer des initiatives et de mieux comprendre, quoi, de montrer en fait des projets où il y a de l'inclusion, de la participation, de la capacité d'agir. Et nous, en fait, avec ce collectif, donc je vais vous citer du coup ce collectif-là, il y a Bio de France, AproBio, le groupement régional pour la qualité alimentaire, l'AMRES, l'essence du goût, de la graine à l'assiette et le germoir, et bien sûr avec le CERD. Et en fait, ce qu'on va faire là, on va se mettre tous ensemble et on va déjà essayer de définir qu'est-ce qu'on a envie de donner à voir
dans ces initiatives et dans ces projets. Donc, on va se mettre d'accord tous ensemble. Et puis, en fonction de ça, on va aller voir les projets et avoir ce temps un peu narratif, justement, avec plusieurs acteurs et pour essayer de comprendre comment ça s'est monté, d'où ça vient et où ça va et où ça veut aller et puis ce que ça produit. Donc voilà, là, il y aura plein de rendez-vous, on n'a pas loupé parce que il y aura une journée de restitution pour les collectivités, un atelier de co-développement et puis on va essayer de documenter ça et au moins avec une captation de vidéo de ces journées. Enfin, en tout cas, ça fera un peu de visibilité. Et l'intérêt d'être cette structure à se former, c'est l'effet démultiplicateur, forcément, de cette initiative, parce que derrière, on sera formé et on pourra à notre tour voilà, essayer d'accompagner aussi les autres structures à le faire. Ça fait partie de notre rôle, enfin, en tout cas là au Germoire, de fabrique de territoire. Donc on a tout intérêt à développer ça. Et puis dans le chat, je vous ai mis un guide aussi, bien vivre alimentaire, entreprendre avec l'économie, la fonctionnalité de la coopération. Si vous aviez envie de comprendre, et j'en parlerai après, à moins que Joachim soit arrivé, je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Okay, j'en parlerai après. Mais en tout cas, c'est toute cette vision-là de l'économie de la fonctionnalité qui permet de comprendre en fait l'intérêt. Enfin, je rebondis sur les propos de Julien, quoi, de s'intéresser tout de suite à la démarche évaluative, pas comme étant le truc qui nous emmerde à la fin, mais comme étant vraiment quelque chose qui nous permet de grandir son projet, quoi. Chloé, tu voulais dire quelque chose? Non, c'était juste que Léo. L'autre Chloé. Je suis en écho. L'autre Chloé. Ah oui. Non, moi je m'interrogeais justement parce que du coup c'est vraiment passionnant et je vois bien que sur le terrain ça peut être un enjeu aussi à mettre en place. Enfin, et puis c'est conséquent quoi. On sent qu'il faut qu'on bouge nos postures, qu'il faut qu'on travaille différemment, etc. Et du coup, au-delà des guides et de ce qu'on pourrait lire, je me demandais s'il y avait des formations. Mais peut-être que tu vas en parler après, Noémie. Je ne sais pas si c'est la même chose ou pas du coup. C'était ça. Ah, voilà. Donc c'est pour ça qu'après je dis bon, j'attends. Oui, effectivement. Alors, c'est pas une formation évaluation en bonne et due forme, mais en tout cas, c'est un programme, un parcours sur l'économie de la fonctionnalité de la coopération qui sera dédié à l'alimentation durable. Donc, on est en train de réfléchir à ça avec, enfin, de co-construire même d'ailleurs. Salut Julien, et merci beaucoup. De co-construire ça avec l'APES, donc c'est avec Joachim Lebrun qui est directeur adjoint, et puis aussi avec Aprobio et le groupement régional pour la qualité alimentaire, le Club Noé aussi, qui est un acteur hyper intéressant sur du retour d'expérience. Et donc en fait, c'est un parcours qui débutera en octobre. Et pour tout vous dire, on est, enfin nous, le Germoire est là et quelques-uns là autour. J'ai vu qu'il y avait Véro d'énergétique, on était aussi ensemble l'an dernier. On a suivi ce parcours et en fait, il se caractérise déjà par ce qu'on appelle un sas de déformation. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est en gros déconstruisons un peu la vision qu'on a un peu carrée et silotée de l'évaluation et puis du montage d'un projet. Et finalement, pensons les choses d'une autre manière, quoi. Et en fait, ce sas de déformation, voilà, il permet de comprendre, d'essayer de sortir de cette logique de volume, donc de production, de quantité. Alors, sans remettre en question le fait de produire et de mesurer, hein, mais en tout cas de sortir de cette logique-là et d'être davantage dans une logique servicielle et donc de prendre en compte l'ensemble de la chaîne de valeur pour finalement développer quelque chose qui soit ancré sur un territoire et qui ne soit pas pour se faire plaisir, je vais le dire comme ça, qui répondent vraiment à des besoins locaux. Donc les premiers boulots, par exemple, donc c'est une commission, c'est un parcours qui se déroule en 6 ou 7 commissions qui va jusqu'en juillet. Donc ça demande un investissement de la structure, mais je vous garantis que ça permet de mettre une autre paire de lunettes. Donc c'est drôlement intéressant. On travaille sur son écosystème. Et donc, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure et sur les propos de Théophile. Les financeurs font partie de cet écosystème. Et en fait, quand on fait des temps comme ça un peu réflexifs, le fait de ne pas faire des choses pour se faire plaisir, bah, c'est important de dire, bah, en fait, dites-nous si vraiment
notre intuition, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Et donc, voilà, de prendre en compte tout cet écosystème, c'est important. Ensuite, on a une séance sur les externalités, ce qu'on produit. Donc, quels sont les résultats attendus, mais quels sont aussi les résultats qui n'étaient pas attendus. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Donc, on parle d'externalités positives ou négatives. Et si c'est négatif, comme le disait Julien, c'est possible qu'en fait, qu'il y ait des gens qui disent, mais attendez, ce que vous faites, ça a produit quelque chose qui ne nous convient pas. Ok, dont acte. Déjà, c'est bien de le savoir. Comment on fait pour réintégrer ça dans notre dispositif et pour finalement réinterroger en permanence, donc c'est une méthode itérative, réinterroger en permanence le projet, le dispositif et finalement le construire d'une nouvelle manière avec les acteurs. Donc ces retours, ils sont toujours riches. Ça nécessite d'avoir une posture, une bonne posture en termes de porteur de projet, c'est-à-dire il ne faut pas taper du pied à partir du moment où il y a quelqu'un qui nous dit que ce qu'on fait, ça ne va pas. Intégrer des externalités négatives, c'est aussi travailler sur sa posture et c'est intéressant pour des porteurs de projet d'être dans une affirmation juste par rapport au déploiement d'un projet. De savoir accepter qu'effectivement on ne maîtrise pas les choses et qu'en fait il y a un temps qu'on ne maîtrise pas aussi, qui est le temps de la maturité coopérative, qui fait qu'il y a une question de disponibilité, il y a une question de leadership, enfin il y a toutes ces notions-là qui sont abordées dans ce programme. Donc bien sûr, on vous donnera plein d'infos à la suite. Là, on va travailler là-dessus. Je pense qu'on sortira un premier document, une petite plaquette. Et puis, s'il y a des structures, des personnes qui sont intéressées, bah, ils pourront tout à fait revenir vers moi ou vers Joachim pour qu'on réponde à ces questions. Merci Noémie. D'ailleurs, je te laisse la parole ou je la passe à Chloé également. On a rencontré nos intervenants. Tu as pu parler voilà, quelles sont vos réactions vis-à-vis de ce qu'on a entendu? Qu'est-ce que vous retenez de ces échanges? Est-ce que vous avez d'autres informations à passer avant de laisser la parole peut-être aux gens qui nous écoutent et qui ont peut-être d'ailleurs, n'hésitez pas, le chat. Si vous avez des réactions, vraiment, c'est le moment. Des questions, des coups de pouce. C'est aussi l'occasion d'aller chercher des coups de pouce. C'est aussi fait pour ça, les 4 saisons de la marmite. Je vous laisse la parole à toutes les deux. Peut-être Chloé pour commencer, si tu as... Oui, bah moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. En tout cas, ça résonne. Enfin, je ne sais pas ce que les autres participants vont penser, mais ça résonne par rapport à ce que je peux vivre au quotidien et aux interrogations quotidiennes qu'on a sur les questions d'évaluation. Parce que je sens que le quantitatif, ce n'est pas suffisant. Ce que j'ai beaucoup retenu des échanges aussi, c'est vraiment la complémentarité entre les deux. Ça veut dire que l'un n'empêche pas l'autre. Que peut-être maintenant, enfin jusqu'à maintenant, il y a eu plus de quanti que de quali et qu'on peut refaire l'équilibre, mais ça ne veut pas dire ne pas avoir de quantitatif du tout. Et ça, c'est intéressant. Je sens aussi vraiment qu'il y a un réel besoin de faire autrement, mais qu'on a besoin d'outils pour apprendre à comment faire autrement, quoi. Et du coup, il y en a quelques-uns qui ont été cités, quelques méthodes de Julien ou même de Noémie. Les marqueurs aussi qui peuvent être intéressants et je pense que c'est à creuser. Donc ça, c'est chouette, mais après, voilà, il faut passer le cap pour faire et puis pour apprendre à faire autrement, quoi. Merci Chloé. Noémie, est-ce que tu avais tout dit? Est-ce qu'il y avait d'autres informations à transmettre? Non, j'ai pas d'autres informations à transmettre, mais je voulais rebondir sur juste, enfin voilà, et après on laissera la parole, mais sur l'idée, enfin la question managériale qu'a abordé Julien en fait, parce que en EFC, la notion de travail est justement la question managériale et il a parlé de la subjectivité des personnes. C'est drôlement important. Je voulais porter un point d'attention là-dessus parce que effectivement, des projets, ça se monte avec des personnes. Et en fait, la création du lien de confiance, elle est importante. Et
le niveau d'implication, comme je disais, la disponibilité, tout ça, c'est des choses à prendre en compte en fait. Et voilà, on entendait Julien qui disait oui, il faut faire attention quand même. Il a évoqué des sujets de burn-out et tout. Et on sait, en fait, pour parler vrai, on sait que des porteurs de projets et tout, et je pense que vous voyez bien de quoi je parle, quand on est hyper investi comme ça dans des thématiques, avec la sensation que ça a du sens pour nous, que ça a du sens pour le territoire, tout ça, et ben on a vite fait d'être un peu partir dans quelque chose qui est très prenant comme ça et aussi de porter, d'avoir le sentiment de porter beaucoup et tout ça. Finalement, là, ce qu'on est en train de dire avec cette manière de voir les choses et de faire, c'est le fait de créer des écosystèmes où finalement on se dit bon ça je vais pas le faire mais il y a quelqu'un d'autre qui est en capacité de le faire et d'ouvrir un peu pour avoir des gouvernances plus partagées et répartir les rôles. Moi, je peux vous le dire très clairement, hein, sur le territoire, c'est ce qu'on est en train de faire avec Marmite au niveau local. Donc, c'est-à-dire les rôles sont en train de se répartir. Ça a beaucoup plus de sens. Pourquoi? Parce que ça ne repose plus sur ni une seule structure, mais encore moins sur une seule personne. C'est finalement, on est plusieurs et la vision, elle devient partagée. Et donc ça, c'est vraiment drôlement important. Mais pour ça, effectivement, pourquoi on se dit pourquoi on ne l'a pas fait tout de suite, pourquoi ils ne se sont pas plus bougés, tout ça, parce qu'en fait ça prend du temps, en vrai ça prend du temps parce que y a, et on a eu la chance vraiment nous d'avoir eu sur les 2 collectifs qu'on a réunis et puis qu'on a voilà, avec lesquels on a réfléchi, donc la Fabrique de territoire nourricier et le collectif Marmite sur le Montreuil à Ternois-Cette-Vallée, d'avoir des dispositifs locaux d'accompagnement. Et donc, du coup, qui ont eu une structure comme ça qui nous a permis cette réflexivité, qui nous a fait réfléchir sur qu'est-ce que c'est notre vision, qu'est-ce que c'est notre ambition partagée, pourquoi on fait ça, quoi, en fait. C'est quoi le sens? À quoi ça sert de bosser ensemble en vrai? En fait, il faut vraiment se poser la question, à quoi ça sert, quoi? Parce que c'est bien beau de se dire, on coopère, mais c'est pourquoi? Et en fait, ça va nous chercher beaucoup plus loin que des idées simples reçues, de se dire, oui, parce que juste c'est important. Non, 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 parce qu'en fait, ça évite des décalages, ça évite de s'investir trop, ça évite peut-être des burn-out, ça évite de se faire des projets pour se faire plaisir. Voilà, c'est tout ça. Ça. Intégrer les habitants ou intégrer dans des dynamiques, c'est pour pas être hors sol. Parce que sinon, on a une vision peut-être hyper techno. Et donc, du coup, d'avoir aussi différentes personnalités. On a travaillé sur comment on voyait les choses. Dans un collectif, il y en a un qui va vite structurer, prendre des notes et tout. Il y en a un qui va faire essayer d'intégrer tout le monde. Il y en a un autre qui va toujours nous rappeler l'objectif. Et en fait, on a vu que chacun, avec nos personnalités, donc on parle bien de personnes, je vous ai présenté des structures tout à l'heure, mais là on parle bien de personnes, et en fait on vient enrichir le collectif avec ce qu'on est. Voilà, donc je voulais vraiment parler de ça parce que qui on est et ce qu'on est, ça compte dans le montage de projets collectifs et ça compte dans l'évaluation de nos projets. Merci beaucoup Noémie. Félix dit tout à fait d'accord avec toi Noémie, bravo. Il dit qu'effectivement le problème c'est le temps versus le modèle économique pour le porteur de projet. L'équilibre n'est pas forcément évident à trouver. Il nous reste, on s'était engagé à terminer à 12h30. Là, on est parfait dans le timing. Il nous reste un petit peu moins de 20 minutes pour justement peut-être vous laisser réagir. Pareil, Thibaut, Théophile, Julien est parti. N'hésitez pas à réagir. Mais pour tous les autres, voilà. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez allumer le micro. On peut le faire assez simplement, je pense. Voilà, on vous écoute. La parole est à vous pour les 20 prochaines minutes. Le plus dur, c'est de se lancer. C'est le premier et après, normalement, ça va tout seul, je vous promets. Moi, je veux bien me lancer. Enfin, on m'a déjà entendu, mais en fait, c'est par rapport à ce que disait Noémie. Parce qu'en fait, moi, j'ai une formation scientifique, cartésienne, et du coup, forcément, les VAL, c'est du quantitatif à la base. Voilà, c'est ce qu'on nous apprend à faire.
Et du coup, tout de suite, quand on parle d'évaluation qualitative, je me dis, bah oui, mais il y a forcément un biais de par la subjectivité dont on a déjà parlé pendant les échanges précédents. Et du coup, moi, ça me pose un peu question, c'est-à-dire comment on fait. Forcément, on va présenter quelque chose qui nous touche, donc forcément, il y aura un biais. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, il peut aussi y en avoir en quantitatif, donc ça, c'est intéressant de relativiser aussi, de relativiser par rapport à ça. Et après, je me dis, est-ce que ce biais, du fait de travailler en collectif et d'essayer d'avoir aussi des évaluations qualitatives en collectif, peut être un peu atténué? Parce que forcément, on a toutes nos subjectivités, nos manières de penser, etc. Et que si on fait une éval à plusieurs, alors on va peut-être aller vers quelque chose de plus uniforme. C'est ce que je me pose un peu. Est-ce que c'est pas un des leviers qu'on peut activer, quoi? Normalement, moi j'ai une petite... Enfin, pareil, j'ai une réaction aussi. Je sais que l'un des principes de l'intelligence collective, c'est de dire qu'à un moment donné, peu importe la taille du groupe, mais c'est le groupe qui va permettre d'être le plus proche de la réalité à la fin. Et pourtant, c'est l'association de toutes les réflexions individuelles qui va à la fin nous permettre d'être plus proche de la réalité. Donc, en tout cas, ça fait partie des grands principes de l'intelligence collective que j'aime beaucoup. Et après, j'avais notamment, je m'inspire complètement d'une réaction et d'une question de, je crois, Véronique, qui disait justement, et c'était le propos de Julien, qui était de dire, vous êtes en train d'écrire votre histoire, mais aussi aller chercher les histoires qui vont en contradiction avec la vôtre pour qu'elles viennent nourrir votre histoire. Et effectivement, Julien, c'est dans le chat, hein, avait des propositions justement sur comment aller chercher ces récits un peu contradictoires qui justement nous permettent d'être au plus proche de la réalité. Merci Théophile pour ta présence aujourd'hui. Théophile s'en va. Y a-t-il d'autres réactions après celle de Claude? Bonjour Véronique. Bonjour. En fait, en écoutant, moi je ne suis pas un acteur de l'alimentation durable puisque je suis un acteur des énergies renouvelables citoyennes, mais on pourrait se dire la même chose en fait sur l'évaluation. Et merci de cette contribution. Hein, je me dis, mais c'est vrai, c'est vrai pour tout projet en fait, hein, d'entrer par ces biais d'évaluation et d'essayer d'être le plus large possible. Et ce qui est le plus intéressant, c'est de continuer à faire vivre. C'est tellement facile d'être dans cette propre propagande. C'est-à-dire, à un moment donné, on se convainc de sa propre histoire, on est nous-mêmes convaincus, mais à force de la dire, on reste cloisonné là-dedans. Et je trouve ça intéressant d'aller chercher les autres. Et c'est vrai que Julien proposait de créer des espaces évaluatifs. Et ouais, je retiens cette idée de me forcer à aller chercher, créer ces espaces et puis pour échanger et ouvrir un peu nos frontières. Merci Véronique pour ta réaction. Je passe la parole à Léo qui a levé la main et qui est à la Réunion, si je ne m'abuse. Oui, bonjour à vous toutes et tous et à tous. Je suis Léo. Malheureusement, je ne vous manque pas de respect en ne me voyant pas parce que je suis en train de conduire. Du coup, voilà, tout simplement. Et pour faire court, je voulais peut-être apporter un retour d'expérience parce qu'effectivement, cette question de co-construire ensemble est très importante. Je vais donner un exemple tout simplement en illustrant puisqu'on est accompagné aussi par la Fabrique des Transitions, mais aussi l'association de promotion de la Fabrique des Transitions également, mais également par d'autres acteurs qui concourent à ce qu'effectivement on sort chaque partie prenante sort de sa zone de confort pour aller vers l'autre, pour apprendre à le connaître, ses difficultés ou ses forces, et ensuite en faire cas en termes de synergie. Je vais illustrer uniquement par l'exemple dans le cadre du PAT qu'on est en train de mettre en place, parce qu'il y en a pas mal sur différentes communes à La Réunion. Et là, en ce moment, on est en train de créer un pacte co-construit justement, parce que au-delà de la volonté qui est de rassembler un maximum d'acteurs, ça ne se décrète pas. Et effectivement, dès le départ, le plus en amont possible, associer les habitants qui doivent être au cœur de la problématique. Sur le volet alimentaire, mais il n'y a pas que, parce qu'on mène un grand projet de territoire sur 1600 hectares avec l'ensemble des villageois pour un éco-village. Mais sur la problématique alimentaire, parce qu'on a un projet d'autonomie alimentaire, j'en parlais hier justement avec des représentants
au niveau national du programme national d'alimentation lors d'une visio. Et on s'est rendu compte que là aussi, finalement, le fait de travailler à chaque fois avec un agent de service de l'État, un agent de la commune la plus proche, de la proximité, un représentant des associations, un acteur économique et un politique, dans le cadre de la délégation thématique, là par exemple pour nous c'est la déléguée développement durable, et bien finalement ça fonctionne. Et l'exemple par exemple au niveau de l'alimentation, si je prends le champ à La Réunion, c'est très, très prégnant, l'histoire des tisanes, des alicaments finalement. Et avec les universités, et là par exemple avec l'Institut de recherche et de développement, mais aussi dans le monde universitaire, on associe dans un séminaire, là dernièrement on a fait un séminaire de 2 jours avec les agriculteurs qui ne sont pas du tout vers la transition écologique par exemple, mais qui sont nécessaires par rapport à leur expertise en termes d'érosion des sols, mais également le monde scientifique. Donc on essaye de vulgariser d'un côté la chose scientifique, mais de l'autre côté faire monter en compétences scientifiques justement les agriculteurs d'une manière générale dans le cadre des AMAP qu'on met en place. Et c'est des espaces qu'on crée dans le cadre des tiers-lieux qui permettent à ces deux mondes, alors pas que ces deux mondes d'ailleurs, mais qui permettent dans un premier temps ces deux mondes à se rencontrer dans un espace tiers-lieu. Merci. Merci beaucoup Léo, merci pour ce retour. Thibaut également a levé la main. On t'écoute Thibaut. Oui, alors une petite réaction, notamment par rapport à ce que Chloé Dugermoir disait. C'est vrai qu'il y a énormément ce biais du quantitatif pour être objectif en matière d'évaluation. Et c'est ce sur quoi repose un petit peu tout ce vocable, tout ce langage de l'impact social qui est très prégnant depuis maintenant quelques années et qui est néfaste à ce niveau-là très concrètement, parce que on est vraiment face à des choses qui sont très souvent non quantifiables, non mesurables, et même toujours un peu les illustrations, les exemples types en matière de quantification. Souvent, on se rend compte que, on ne va pas rentrer sur les débats en matière de sciences économiques, mais notamment tout ce qu'on parle d'expérimentation aléatoire, de randomisation, mais il faut bien voir que ce sont des techniques qui effectivement basent leur scientificité sur la capacité à isoler des effets par rapport à une action très précise, mais elles peuvent être très critiquables dans leur mise en œuvre, et de toute façon, quand bien même elles sont bien menées, ce sont des dispositifs qui sont extrêmement lourds et qui s'appliquent finalement, qui ne sont applicables qu'à un nombre très très limité de projets. Ça ne correspond absolument pas à la réalité de la plupart des projets associatifs et des projets, des projets en matière de transition écologique. Ça ne colle pas. Et donc, effectivement, il y a toujours cette difficulté à passer un petit peu cette idée ou cette attente de chiffres vraiment qui seraient des éléments de preuve. Et là, il y a 2 éléments qui ont été donnés, je pense, un petit peu dans les différents échanges. Il y a ce côté, effectivement, d'ouvrir l'espace de l'évaluation à différentes parties prenantes. Alors il y a toujours une tension entre, d'une part, il faut quand même que ce soit un espace où il y ait suffisamment de commun et de partage pour que les gens y rentrent et la volonté et l'envie de s'engager aussi, parce que parfois c'est un peu d'engagement. Et en même temps, il faut qu'il y ait quand même une ouverture à l'altérité, à des avis différents, même parfois des débats, à la controverse, qui, si elle est bien menée, peut être extrêmement positive, parce que c'est ça aussi qui va creuser un petit peu, qui va pousser la démarche d'évaluation. C'est parce qu'il y a un débat, c'est parce qu'il y a une controverse sur des effets, sur un sujet, sur une manière d'appréhender quelque chose, qu'on va chercher justement, dans une optique un peu de discussion et d'argumentation, à trouver des indices, des éléments de preuve, etc., qui vont permettre un peu de trouver, d'aller au-delà du débat ou de la deuxième point très rapide ici, mais on a tendance à sous-estimer souvent dans les débats sur l'évaluation, et notamment par rapport à ce côté quantifié, l'intérêt et l'impact que peuvent avoir des choses assez toutes bêtes qui demandent un peu de temps et un peu de réflexion, mais des choses toutes bêtes comme aller faire quelques entretiens ou faire passer un questionnaire auprès de partenaires, auprès d'habitants, auprès d'usagers. Et on est toujours surpris des réponses qu'on peut obtenir. Souvent, là, il y a une vraie confrontation à l'altérité qui peut vraiment mettre justement de ce que disait Julien sur comment on ouvre l'altérité finalement à une mise en récit. Ça, c'est une très bonne manière de faire, et c'est toujours très instructif en matière pour se confronter un peu à des avis différents, et en matière d'évaluation, ou en tout cas de preuves évaluatives.
encore une fois, ça peut très très bien marcher. Un avis d'habitant, voilà, quelques extraits d'entretien, c'est quelques données recueillies en matière de questionnaire. Ça peut être extrêmement constructif et parlant. Et ça, voilà, donc il ne faut pas hésiter non plus à aller vers ce genre de techniques relativement classiques voilà, en sciences sociales, mais qui peuvent être, qui sont parfois très pertinentes et qui fonctionnent bien à tout niveau. Merci beaucoup Thibaut. Alexia, vous avez allumé votre caméra, je me suis dit que peut-être vous aviez envie de réagir. Bon, c'est pas grave. Je voulais pas vous. Je me suis dit peut-être que j'ai une candidate pour la personne d'Alexia. Écoutez, peut-être une dernière réaction avant de laisser la parole à Chloé et à Noémie pour nous annoncer la suite du programme qui va arriver très vite. Moi, je voulais juste m'assurer qu'on ait bien répondu à la question du chat de Hélène, qui voulait qu'on lui mette les structures et les informations que Noémie a mentionnées après dans ses dernières interventions. Donc moi, j'ai remis les coordonnées du club Noé. Ce que disait Noémie, c'est que le programme de formation dont on a parlé tout à l'heure pourra être envoyé. Et je voulais savoir si, Hélène, vous aviez besoin d'autres références de structure, puisqu'on en a parlé pas mal, notamment dans le cadre des projets coopératifs qu'on a avec les structures qui sont situées en Haute-France. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Merci beaucoup d'avoir réagi à mes questions. Effectivement, j'ai pris les liens et du coup, ça me permet de prendre ce temps-là pour juste sur le terrain. Je pense que je rejoins beaucoup à ce que vous avez dit tout à l'heure, Chloé, sur le fait que dans le quotidien, il y a pas mal de choses qui ne sont pas forcément appropriable dans la complexité en fait de cette discussion. Je trouve que c'est pas une discussion qui est toujours accessible dû au j'ai eu la chance de croiser pas mal de gens qui m'ont formé à la coopération, donc ça a été accessible pour moi de ce point de vue-là, mais quand on est face à un public qui est de l'ordre du grand public pour faire de la sensibilisation, c'est comment simplement le faire. Et je suis curieuse de savoir s'il y a des formations, et ça je pense que vous en parliez tout à l'heure, qui soient accessibles, financièrement accessibles dans le vocabulaire et en montée en compétences pour que ça soit simplement en fait retransmis après, parce qu'aujourd'hui on est dans un cadre de personnes qui sont des sachants, qui naviguent beaucoup ensemble, et je comprends que j'ai compris en partie les notions qui ont été évoquées, mais voilà, c'est comment est-ce que ça peut être accessible simplement pour des porteurs de projets qui sont sur le territoire et qui veulent agir on dit en anglais grassroots, quoi, de la base en fait, sans forcément devoir naviguer avec du vocabulaire parfois techno. Et je trouve qu'on est déjà au-delà du monde simple dans même nos discussions d'aujourd'hui, même si moi j'ai trouvé ça hyper riche, et c'est pour ça que j'ai demandé à avoir toutes les références que Noémie a évoquées. Merci beaucoup Chloé d'avoir remis ça sur la table. Bien joué Chloé. Chloé, je te laisse la parole parce que tu vas nous parler du prochain webinaire qui aura lieu, si je ne m'abuse, le 27 septembre. Et je mets déjà, parce qu'on est hyper au taquet, le lien d'inscription dans la barre, dans le chat, si vous voulez justement vous inscrire au prochain. Chloé, la parole est à toi. Alors, juste pour rebondir sur ces besoins d'avoir des choses simples qu'on peut utiliser sur le terrain, moi, je partage. Je pense que, je sais pas si ça, c'est une impression qui est partagée ou pas, mais en fait, on sent que là, c'est en train de bouger, en fait, un peu en haut. Donc, c'est ce que disait Hélène, un peu en techno, en manière de faire, sur des choses. Et qu'il faut toujours qu'il y ait un peu le temps de faire le lien avec le terrain et de voir comment on peut faire. Après, c'est sûr que ça donne envie d'avoir cette étape-là et de rapidement avoir des choses opérationnelles, effectivement accessibles. Pour le terrain. Donc ça, je partage. Je pense pas, moi, je peux pas amener plus d'infos que ça sur ça pour l'instant.
Et oui, du coup, les webinaires, on essaie de. Enfin, c'est un peu l'objectif des webinaires. C'est pour ça qu'on avait fait celui sur les injonctions la fois dernière. Et le prochain sera effectivement sur comment on aborde le sujet de l'alimentation durable auprès de publics en situation de précarité alimentaire. Donc là, on va aller chercher aussi des retours d'expérience, notamment sur comment on arrive à faire ça. Et ce sera le thème donc, du webinaire du 27 septembre, qui aura lieu, pareil, un mardi de 11h à midi et demi. Et on présentera notamment un projet qu'on mène au Germoir qui s'appelle Reconnexion et qui nous a permis d'accueillir sur 2 sessions, enfin, il y en a une qui est déjà passée et une qui va venir, un groupe de personnes qui sont vraiment isolées, donc presque même plus identifiées, qu'on pourrait appeler les invisibles, hein, les personnes qu'on appelle les invisibles, et qui viennent sur le site pendant une semaine pour faire de la cuisine, du jardin, une réalisation collective, du clown aussi pour l'aspect développement personnel, et voilà, pour essayer de raccrocher ces personnes-là. Et du coup, on présentera notamment ça, et puis ce qu'on pressent de comment on peut essayer de faire au mieux, quoi. Oui, effectivement, il y a eu un souci sur la date, il y a eu un changement de date. Donc, ce n'est plus le 13, c'est le 27. Normalement, parce que le 13, il y a les Assises nationales de l'alimentation à Nantes. Et du coup, nous, on y sera sûrement. Et je pense qu'il y en a aussi peut-être beaucoup d'entre vous qui y seront. Donc, on s'est permis de changer la date qu'on avait calée pourtant depuis longtemps. Voilà, comme ça, la réponse est donnée. Mais normalement, si j'avais bien mis le 27, ça va être sur le bandeau où ça apparaît encore pour le 13. On fera le changement. Merci en tout cas, Audrey. Il est midi 29, on a respecté le timing. Merci à tous d'avoir encore une fois répondu présent. Vous étiez très nombreux à vous être inscrits, donc on est super contents. Franchement, on a été assez épatés de voir 70 personnes inscrites ce matin, donc trop chouette. Merci à Chloé et à Noémie d'organiser voilà, des temps comme ça où les échanges sont libres et où on apprend. Moi, j'ai appris plein de trucs, donc vraiment, j'ai adoré. Merci à Thibaut, qui est le dernier représentant de nos intervenants, d'avoir pris du temps pour nous et de nous avoir... Je vous en prie, c'est toujours très enrichissant, ce genre d'échange, donc aucun souci. Bon, bah, trop chouette. Eh bien, ça y est, on n'a plus qu'à vous dire bon appétit, à très bientôt et on espère au 27 septembre pour un nouveau temps. Merci à tous. Merci. À très vite. Bonne journée à tous, au revoir. Au revoir. Au revoir.